Tu es seul en ce moment, n'est-ce pas? Pas seulement physiquement. Pas seulement parce qu'il n'y a personne dans la pièce, mais profondément, viscéralement, presque métaphysiquement seul. Et pourtant, tu es entouré. Peut-être que tu scrolles des réseaux sociaux. Peut-être que tu viens de quitter une conversation qui n'a mené nulle part. Peut-être que quelqu'un dort à côté de toi et que tu te sens plus éloigné que jamais. Ce n'est pas un hasard si tu as cliqué sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si le mot « isolé » a résonné en toi comme une clé qui tourne dans une serrure rouillée. Ce que tu vis en ce moment, cette sensation d'être constamment décalé, de ne pas vibrer aux mêmes fréquences que la majorité, de ressentir les choses trop profondément ou de manière trop différente, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut social à corriger. Ce n'est pas une dépression à soigner avec plus de sourires forcés. C'est peut-être la chose la plus précieuse que tu ne comprennes pas encore sur toi-même. Tu te sens isolé socialement? Alors écoute-moi très attentivement. Parce que ce que je m'apprête à te dire, personne ne te l'a jamais formulé de cette manière. L'isolement que tu ressens n'est pas un rejet du monde. C'est la phase ultime d'un type psychologique tellement rare que la société n'a même pas appris à le reconnaître. Avant d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre comment tu en es arrivé là. Parce que cette solitude n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est le fruit d'un apprentissage silencieux, d'une usure discrète, d'une vérité que tu portes en toi depuis longtemps. Alors commençons par le début, l'illusion de l'appartenance. L'illusion de l'appartenance. Reviens à ton premier souvenir d'avoir senti que tu ne collais pas vraiment. Peut-être à l'école, quand tout le monde rigolait d'une blague que tu trouvais vide. Peut-être en famille, pendant un repas où tout le monde parlait de choses superficielles et que toi tu cherchais désespérément un regard, un signe, quelqu'un qui verrait ce que tu vois. Peut-être au travail, autour d'une machine à café, à entendre des conversations qui te semblaient venir d'une autre planète. Tu as essayé. Ne dis pas que tu n'as pas essayé. Tu as ri aux blagues que tu ne comprenais pas. Tu as fait semblant de t'intéresser à des sujets qui te laissaient de marbre. Tu as réduit ton intensité. Tu as écrasé ta profondeur. Tu as appris à faire le mort émotionnellement, juste pour ne pas être vu comme trop intense, trop sérieux, trop bizarre. Et pourtant, ça n'a jamais vraiment marché. Parce qu'au fond de toi, tu savais, tu as toujours su. L'appartenance sociale que tout le monde semble trouver si naturellement, cette capacité à s'intégrer sans y penser, à rire ensemble sans analyser, à faire partie du troupeau sans se poser de questions. Pour toi, c'est un costume que tu enlèves dès que tu rentres chez toi. Un costume qui gratte. Un costume qui n'est pas à ta taille. Le stoïcisme a un mot pour ça, un mot que les Grecs anciens utilisaient avant que le monde ne devienne une machine à produire des conformistes. Oikeiosis, c'est la tendance naturelle de tout être vivant à s'approprier ce qui lui est familier, à se tourner vers ce qui lui ressemble. Et toi, pendant des années, tu as cru que ton problème venait de là. Tu as cru que tu n'arrivais pas à t'approprier le monde parce que le monde ne te convenait pas. Mais la vérité est bien plus troublante. Tu n'as pas échoué à l'oikeiosis. Tu as dépassé l'oikeiosis. Tu as compris quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais, que le vrai sentiment d'appartenance n'a jamais été une question de ressemblance extérieure, mais d'accord profond sur ce qui mérite d'être vécu. Cette prise de conscience est déstabilisante, car elle remet en cause tout ce qu'on t'a appris sur le lien social. Mais elle ouvre aussi une porte sur une compréhension plus juste de ta solitude. Pour mieux la saisir, laisse-moi te raconter une histoire. Une analogie, si tu veux, pour t'aider à voir ton isolement sous un jour nouveau. Pourquoi ta solitude n'est pas à un manque? Imagine un puits très profond, creusé sur des années, patiemment, par quelqu'un qui cherchait l'eau. L'eau n'est pas en surface, elle est loin, très loin sous terre. Alors ce puits est étroit, sombre, et plus on descend, plus l'air devient dense, froid, chargé de silence. Maintenant, imagine une flaque d'eau. Elle est là, à la surface. Tout le monde peut la voir. Tout le monde peut s'y arrêter, s'y mirer, y tremper un doigt. La flaque est accessible, compréhensible par tous, immédiate. Elle ne demande aucun effort. La plupart des gens passent leur vie dans des flaques. Ils changent de flaque, parfois. Une flaque amicale, une flaque amoureuse, une flaque professionnelle. Mais toujours en surface, toujours dans ce qui se voit, se touche, se consomme rapidement. Toi, tu es un puits. Tu es allé chercher quelque chose de plus profond. Et du coup, quand tu remontes à la surface, quand tu essayes de parler de ce que tu as vu au fond,
personne ne comprend. Non pas parce qu'ils sont bêtes, non pas parce qu'ils sont méchants ou indifférents, mais simplement parce qu'ils ne sont jamais descendus aussi bas. Ils ne savent pas que l'obscurité du puits est différente de l'obscurité de la nuit. Ils ne savent pas que le silence du fond est plus lourd que le silence de surface. Ils ne savent pas que l'eau profonde n'a pas le même goût que l'eau de pluie. Et c'est pour ça que tu te sens isolé. Non pas parce que personne ne veut boire à ton puits, mais parce que personne ne veut descendre avec toi. Et c'est effrayant, parce qu'au bout d'un moment, tu commences à douter. Si tu te dis, et si c'était moi le problème? Et si j'avais creusé pour rien? Et si la flaque, finalement, c'était mieux? Le stoïcisme répond quelque chose de très simple à cette peur. La valeur d'une chose ne se mesure pas à sa popularité, mais à sa rareté et à sa nécessité. L'eau profonde est rare. L'eau profonde est nécessaire. L'eau profonde est ce qui permet de traverser les sécheresses, que les flaques ne survivent pas. Toi, tu n'es pas seul parce que tu es malade. Tu es seul parce que tu es une ressource que le monde n'a pas encore appris à reconnaître. Cette analogie te donne déjà une clé, mais il te manque peut-être encore un cadre pour nommer ce que tu es. Car derrière cette sensation d'être différent se cache un profil psychologique bien précis, trop rare pour que la psychologie ordinaire s'y intéresse vraiment. Explorons ensemble ce qu'il faut bien appeler le type psychologique le plus rare. Le type psychologique le plus rare, le stoïcien intuitif. On ne va pas se cacher derrière des termes savants. Je ne vais pas te sortir une liste de cases à cocher ou un test de personnalité à 100 €. Mais disons les choses clairement. Il existe un profil psychologique que la psychologie académique a longtemps ignoré parce qu'il ne rentre dans aucune case clinique. Le monde médical a des noms pour tout ce qui souffre, mais peu de noms pour tout ce qui pense différemment. Ce profil, je l'appelle le stoïcien intuitif. Ce n'est pas quelqu'un qui a lu Épictète ou Marc Aurèle, forcément. C'est quelqu'un qui, par sa nature profonde, a toujours fonctionné comme un stoïcien, sans le savoir, sans le vouloir. Voici les traits de ce type psychologique rare, et je te parie que tu vas te reconnaître dans chacun d'eux. Premier trait, une sensibilité extrême au non-dit. Tu ne te contentes jamais des mots. Quand quelqu'un te parle, ce n'est pas la phrase que tu entends, c'est tout ce qu'il n'ose pas dire. Les émotions cachées, les contradictions intérieures, les peurs qu'il tait. Et ça te fatigue, parce que les autres ne font pas cet effort. Et souvent, quand tu verbalises ce que tu perçois, on te répond « non, non, ça va », alors que ça ne va pas du tout. Tu vis dans un monde de silence parlant, et c'est épuisant. Deuxième trait, un besoin constant de sens. Les conversations anodines te vident. Les rituels sociaux vides te donnent envie de disparaître. Tu ne supportes pas l'agitation pour l'agitation, le bruit pour le bruit, le mouvement sans direction. Tu as besoin que chaque interaction, chaque action, chaque moment ait un poids, une profondeur, une raison d'être. Et les autres le sentent, parfois sans le savoir. C'est ce qui les met mal à l'aise, parce que ta présence les confronte à leur propre absence de profondeur. Et personne n'aime être confronté à ça. Troisième trait, la discipline intérieure comme seule boussole. Tu n'attends pas que le monde te donne des règles. Tu as tes règles. Pas forcément religieuses, pas forcément morales au sens social, mais des règles que tu t'es données, souvent dans la douleur, après des erreurs, après des trahisons. Tu sais ce qui est important pour toi. L'intégrité, la cohérence, la parole donnée, le fait de ne pas trahir tes valeurs pour être aimé. Et ça, dans un monde où tout le monde ment pour ne pas perdre sa place, c'est un handicap social énorme. Mais c'est aussi ta plus grande force. Quatrième trait, une relation particulière à la souffrance. Tu ne fuis pas la souffrance, tu ne la recherches pas non plus. Mais tu as compris quelque chose que les autres ne veulent pas voir. La souffrance est une matière première. Elle peut être transformée. Elle peut devenir sagesse, force, clarté. Alors, quand les autres paniquent devant un malheur, toi, tu ralentis. Tu fais le vide. Tu demandes, qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre ? Et cette question, posée à voix haute, terrifie les gens, parce qu'elle les oblige à regarder leur propre peur de souffrir. Tu te reconnais? Alors maintenant, on va parler de la chose qu'on ne t'a jamais dite, celle qui fait mal, celle qui change tout, car ces traits ne sont pas simplement des particularités. Quand on les porte tous ensemble, ils mènent inévitablement à une étape que très peu de gens traversent. Une phase que j'appelle la phase ultime. C'est là que tout bascule. La phase ultime.
se sentir isolé après avoir tout compris. Il y a plusieurs niveaux d'isolement. Le premier niveau, c'est l'isolement subi, celui qu'on t'impose. Enfance difficile, rejet social, harcèlement, différences visibles. C'est douloureux, mais au moins, on peut le nommer. Le deuxième niveau, c'est l'isolement choisi, celui où tu décides délibérément de t'éloigner des autres pour te retrouver, pour travailler sur toi, pour te reconstruire. C'est dur, mais c'est temporaire. Et il y a une fierté secrète à l'avoir choisi. Mais il y a un troisième niveau, celui dont on ne parle jamais. L'isolement qui survient après avoir tout compris. Après avoir compris que les autres ne te comprendront jamais vraiment et que ce n'est la faute de personne. Après avoir accepté que ta manière de voir le monde est rare et que la rareté est solitaire par définition. Après avoir arrêté de supplier le monde de te ressembler. Après avoir arrêté de haïr le monde pour ne pas te ressembler. C'est cet isolement-là, le plus dangereux, le plus subtil, le plus invisible. Parce qu'à ce stade, tu ne luttes plus, tu ne pleures plus. Tu ne cherches plus désespérément quelqu'un à qui parler. Tu as traversé la colère, tu as traversé la tristesse, tu as traversé la négociation. Si je deviens plus sympa, plus drôle, plus léger, on m'aimera. Il ne te reste plus que l'acceptation. L'acceptation glaciale et lumineuse que tu es seul. Non pas abandonné, non pas rejeté, mais seul, par nature, par essence, par construction. C'est là que le stoïcisme entre en jeu comme une lame de fond. Parce que le stoïcisme ne nie pas la solitude. Il ne la romantise pas non plus. Il dit simplement, voilà ce que tu contrôles. Voilà ce que tu ne contrôles pas. Maintenant, vis avec. Tu ne contrôles pas le regard des autres. Tu ne contrôles pas le fait que ta profondeur rebute ou effraie. Tu ne contrôles pas cette différence qui te sépare des autres comme un fossé invisible mais infranchissable. Tu contrôles seulement une chose, ta relation à cette solitude. Soit tu en fais une prison. Tu te plains, tu regrettes, tu maudis le ciel de ne pas te ressembler. Soit tu en fais un monastère, un lieu de transformation, un laboratoire intérieur où la raréfaction des relations extérieures te force à devenir ton propre meilleur compagnon. La phase ultime, celle dont les livres de développement personnel ne parlent jamais parce qu'elle ne se vend pas, c'est cette minute précise où tu arrêtes de supplier le monde de t'aimer et où tu commences à construire à l'intérieur de toi quelque chose que personne ne peut détruire. Cependant, il serait malhonnête de s'arrêter là sans regarder en face l'erreur que presque tout le monde fait à ce stade, y compris toi, très probablement. Une erreur qui entretient la souffrance sans que tu t'en rendes compte. L'erreur que tout le monde fait, y compris toi. Avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose de dur. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais envisagé. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, cette souffrance à être incompris, cette fatigue sociale, ce sentiment de ne jamais être vraiment à ta place. Une partie de cette souffrance, tu l'as construite toi-même. Je ne dis pas ça pour t'accuser. Je dis ça pour te libérer. Voici l'erreur classique du type psychologique rare. Tu as cru que la profondeur justifiait l'isolement. Tu t'es dit, si je suis profond, alors forcément je vais souffrir. Si je suis authentique, alors forcément je vais être seul. Si je ne trahis jamais mes valeurs, alors forcément personne ne voudra de moi. Et tu as érigé cette souffrance en preuve. Une preuve que tu es sur la bonne voie. Une preuve que tu es différent. Une preuve que les autres ont tort. Sauf que c'est un piège magnifique, élégant, très bien construit, mais un piège, parce que la profondeur n'oblige personne à être malheureux. Ce n'est pas une clause dans le contrat. Ce que tu as fait, et je le dis avec toute la douceur possible, c'est que tu as confondu rareté et inadaptation. Être rare ne signifie pas être inadapté à la vie. Être rare signifie que tu ne fonctionnes pas comme la majorité. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas créer des ponts. Cela ne signifie pas que tu es condamné à l'isolement éternel. Le vrai stoïcien ne dit pas « je suis seul, donc j'ai raison ». Le vrai stoïcien dit « je suis seul. Et maintenant, comment je fais de cette condition non pas une faiblesse, mais un levier ». Un levier, pourquoi? Pour ne plus avoir besoin que les autres te valident. Un levier pour être tellement entier que ta présence, même silencieuse, même rare, même décalée, devient magnétique. Un levier pour arrêter de chercher partout une tribu qui n'existe pas et commencer à devenir la personne qu'une autre personne rare voudra rejoindre. Les autres ne te fuient pas parce que tu es profond.
Il te fuit parfois, oui, mais pour une autre raison, parce que ta souffrance non transformée pèse, parce que ton amertume se voit, parce que ton isolement forcé dégage une odeur de victime, et que personne ne veut s'asseoir à côté de quelqu'un qui a transformé sa différence en plainte chronique. La dernière étape, celle qui sépare le stoïcien accompli du blessé éternel, est d'une simplicité vertigineuse. Accepter la solitude sans la subir. Tu as le droit d'être seul. Tu n'as pas le droit de te plaindre de l'être indéfiniment, à moins que tu préfères la douleur familière à la liberté inconnue. Pour t'aider à visualiser cette bascule, rien ne vaut un exemple concret. Prenons un homme qui a vécu cette transformation il y a près de 2000 ans. Un homme qui avait tout, et pourtant qui écrivait à lui-même, comme à un ami perdu dans la nuit. L'exemple concret. On va prendre un exemple, un vrai, pour que tout ça devienne concret, palpable. Imagine un homme. Il s'appelle Marc. Marc est empereur romain. Il a une armée, un palais, des conseillers, des enfants, une femme. Il est littéralement la personne la plus entourée de son époque. Pourtant, ce qui l'a rendu immortel, ce ne sont pas ses conquêtes militaires. Ce sont des notes qu'il écrivait à lui-même. Toi-même, retiens-toi, rappelle-toi. Il s'écrivait des lettres que personne ne devait lire. Des lettres où il se parle comme on parle à un ami rare. Pourquoi ? Parce que Marc Aurèle savait, et c'est un aveu monumental, que même au sommet du pouvoir, même entouré de milliers de personnes, il n'y avait personne à qui parler vraiment. Pas un conseiller assez sage, pas un général assez clairvoyant, pas un ami assez loyal. C'est rien, le vide. Alors qu'a-t-il fait ? Il est devenu son propre confident. Il a construit en lui-même un lieu où personne d'autre ne pouvait entrer, mais où lui pouvait toujours se réfugier. C'est ça la phase ultime. Ce n'est pas être seul dans ta chambre à 2 heures du matin en scrollant Reddit. C'est être seul au milieu de la foule, au sommet du monde, et ne plus avoir peur. Parce que tu es tellement solide, tellement complet, tellement entier, que tu n'as plus besoin de quémander un regard. Tu donnes, tu aides, tu écoutes, tu soutiens, mais tu ne m'en dis plus. Et c'est précisément à ce moment-là, c'est une loi étrange de la psychologie humaine, que les gens commencent à s'intéresser à toi. Pas quand tu es assoiffé d'attention, mais quand tu es si plein que tu peux leur offrir de l'eau sans rien attendre en retour. Le stoïcisme appelle ça l'apatheia. Pas l'apathie au sens moderne, cette mollesse déprimée, non. Le vrai sens, la tranquillité de l'âme qui n'est plus ballottée par le besoin d'appartenance. L'état de quelqu'un qui a arrêté de dépendre du regard des autres pour exister. Ce chemin vers l'apatheia passe par une ligne de partage invisible mais cruciale. Une ligne que tu as sans doute franchie plusieurs fois sans le savoir, mais que tu n'as jamais vraiment regardée en face. Je parle de la différence entre la solitude subie et la solitude choisie. C'est là que tout se joue. La distinction clé. Solitude. Subie. Vis. Solitude. Choisie. Arrêtons-nous ici. Pose ton téléphone 2 secondes. Respire. Je veux que tu fasses un exercice avec moi. Un vrai. Pense à ton isolement actuel. Ressens-le physiquement. Où est-il dans ton corps? Dans ta poitrine? Dans ta gorge? Dans tes épaules? Maintenant, demande-toi sincèrement. Est-ce que cette solitude, tu l'as choisie ou est-ce qu'elle t'est tombée dessus sans que tu puisses réagir? C'est la question la plus importante que tu te poseras aujourd'hui, peut-être même cette année. Parce que la solitude subie, c'est celle qui épuise, celle qui te fait creuser des trous dans ton lit la nuit. Celle où tu revis chaque interaction sociale en te demandant ce que tu as mal fait. Celle où tu hais ton téléphone parce qu'il ne sonne pas. Celle où tu envies les autres, ces gens qui semblent si légers, si connectés, si naturellement entourés. Celle-là, elle te détruit. Mais la solitude choisie, c'est autre chose. Ce n'est pas une solitude heureuse, attention. Ce serait malhonnête de te vendre du « tout est merveilleux ». Non, c'est une solitude lucide, une solitude décidée. Une solitude où tu te réveilles le matin et tu te dis « Aujourd'hui, je vais passer du temps avec moi-même, non pas parce que personne ne veut de moi, mais parce que j'ai décidé que mon propre compagnonnage vaut mieux qu'une mauvaise fréquentation. » Le passage de l'une à l'autre, de la solitude subie à la solitude choisie, se joue sur un seul levier mental, un seul commandement stoïcien. Cesse d'attendre que les autres viennent à toi, sois celui qui vient à lui-même. Tu ne peux pas forcer les gens à te comprendre.
Mais tu peux devenir si intéressant pour toi-même que leur absence ne te manque plus. Pendant des années, tu as regardé dehors. Tu as guetté le signe, le message, l'invitation, le regard. Et à force de guetter, tu as oublié d'habiter ta propre maison. Rentrer chez toi, ce n'est pas se replier sur soi, comme disent les gens qui ont peur du silence. Rentrer chez toi, c'est redevenir le seul propriétaire de ton attention. C'est ne plus disperser ton énergie à essayer de plaire à des gens qui ne te méritent pas. C'est arrêter de jouer un rôle même quand le rideau est tombé. Mais pour que cette bascule devienne vraiment possible, il faut que tu comprennes quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose que la société ne te dira jamais parce qu'elle n'a aucun intérêt à ce que tu le saches. Une vérité sur la rareté psychologique et sur la manière dont le monde traite ceux qui sortent du moule. Ce que la société ne te dira jamais. On arrive au cœur du sujet, le nerf, la vérité crue, sans filtre. La société moderne déteste la rareté psychologique, non pas parce qu'elle est mal intentionnée, mais parce qu'elle est construite pour le troupeau. Les réseaux sociaux récompensent la banalité. Les algorithmes poussent ce qui plaît au plus grand nombre. Les conversations standards rassurent. Les émotions simples consolent. La profondeur, la nuance, le besoin de sens, tout ça, c'est mauvais pour l'audience. C'est mauvais pour le commerce. C'est mauvais pour la paix sociale. Alors personne ne te dira jamais « Tu as raison de te sentir seul. Ton monde intérieur est trop riche pour ces échanges superficiels. » Non. On te dira « Sors plus, rencontre des gens, fais du sport, apprends à t'adapter, deviens plus léger. » Comme si ta profondeur était un défaut à corriger. Comme si ton besoin d'authenticité était une névrose à soigner. Comme si ta lucidité était trop agressive pour les yeux fatigués de la foule. C'est là que le stoïcisme devient révolutionnaire. Pas dans les citations Instagram, pas dans les images de statues grecques en noir et blanc, mais dans sa proposition fondamentale. La société a peut-être raison pour la moyenne, mais toi, tu n'es pas la moyenne. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une simple observation. Une personne sur 100, peut-être une sur 1000, a cette structure psychologique. Besoin de sens, tolérance élevée à la solitude, capacité à métaboliser la souffrance, rejet instinctif du faux semblant. Les autres ne sont pas inférieurs, ils sont différents. Ils ont des besoins différents, des peurs différentes, des moteurs différents. Eux ont besoin du groupe pour se sentir exister. Toi, tu as besoin de silence pour te retrouver. L'erreur, et elle est monumentale, c'est de croire que leur modèle est le seul valable. De croire que si tu n'es pas comme eux, tu es brisé. De croire que ton isolement est une preuve d'échec, alors qu'il est la conséquence directe de ta constitution rare. Si un aigle passe sa vie à essayer de nager comme un poisson, il va se noyer, et il va croire qu'il est nul, alors qu'il est juste fait pour le ciel. Toi, tu es fait pour la profondeur. Arrête de te mesurer à des gens qui vivent en surface. Arrête de vouloir leur ressembler. Arrête de pleurer parce que tu n'es pas invité à leur fête superficielle. Tu as une mission différente. Et les missions différentes s'accomplissent seules, ou presque. Cette prise de conscience est libératrice, mais elle ne suffit pas, car il ne s'agit pas seulement de comprendre. Il s'agit de transformer cette compréhension en force concrète au quotidien. Voyons donc comment exactement la phase ultime, celle que tu es en train de traverser, peut devenir un super pouvoir silencieux. Comment la phase ultime devient un super pouvoir. Alors maintenant, parlons stratégie, parce que comprendre pourquoi tu souffres, c'est bien. Mais transformer cette compréhension en force concrète, c'est mieux. Tu as traversé l'isolement forcé. Tu as traversé la recherche désespérée d'appartenance. Tu as traversé la colère. Tu as traversé la tristesse, tu es arrivé à l'acceptation. À partir de cet instant, si tu le décides, tu ne seras plus jamais seul de la même manière. Voici ce qui se passe quand tu acceptes définitivement ta rareté psychologique. Première transformation, tu arrêtes de fuir le silence. Le silence n'est plus un ennemi, c'est un allié. C'est l'endroit où tu entends tes propres pensées. Et progressivement, tu découvres que ces pensées sont plus intéressantes que 98% des conversations que tu as forcées toute ta vie. Tu deviens autosuffisant psychologiquement. Plus besoin de stimulation extérieure constante. Tu peux rester des heures avec toi-même et tu ne t'ennuies pas. C'est un super pouvoir que les gens dépendants du groupe n'auront jamais. Deuxième transformation, tu deviens magnétique sans le chercher.
Quand tu arrêtes de mendier l'attention, ton énergie change. Les gens le sentent. Ils sentent que tu ne leur prends rien, que tu ne cherches pas à combler un vide. Soudain, ils veulent s'approcher de toi sans que tu aies rien fait, parce que les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux. C'est un paradoxe, mais c'est une loi humaine. Le stoïcien qui a fait la paix avec sa solitude devient une présence apaisante, solide, rare, et le rare attire le rare. Troisième transformation, tu sélectionnes naturellement. Là où avant tu prenais toutes les mains tendues par peur de rester seul, maintenant tu deviens exigeant, non pas par orgueil, mais par hygiène de vie. Tu ne peux plus gaspiller ton énergie avec des relations vides. Tu préfères être seul que mal accompagné. Et du coup, les quelques relations que tu conserves ou que tu crées sont d'une qualité inouïe, peu nombreuses mais profondes. Des liens où tu peux enfin parler sans masque, sans filtre, sans peur d'être trop. Quatrième transformation. Tu vois la solitude des autres. La phase ultime, la vraie, celle qui clôt le cycle, c'est quand tu commences à percevoir la solitude chez les gens qui ne l'avouent pas. Cette personne hyper entourée qui crève d'ennui intérieur. Ce leader charismatique qui se réveille en panique chaque nuit. Cette influenceuse suivie par des milliers de personnes qui pleurent seules dans sa salle de bain. Tu les vois et tu ne les juges pas. Tu sais, et parfois, sans même parler, ta simple présence stable, ta non-demande, ton regard qui ne m'en dit rien, devient un refuge pour d'autres âmes rares qui errent. Le pouvoir ultime du stoïcien isolé, ce n'est pas de survivre seul, c'est de devenir un phare. Et les phares, par définition, sont seuls au milieu de l'océan. Mais sans eux, les navires se brisent. Tout cela est très beau sur le papier, mais je sais ce que tu penses peut-être en cet instant. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que je fais demain matin quand je vais me réveiller seul, sans message, sans plan, sans personne? Alors voici une réponse à cette question légitime. Une routine concrète, stoïcienne, pour ceux qui n'attirent pas la foule. La routine stoïcienne pour ceux qui n'attirent pas la foule. Tu me demandes sûrement, d'accord, très beau discours. Mais concrètement, je fais quoi demain matin quand je vais me réveiller seul, sans message, sans plan, sans personne? Voici la routine. Simple, dure, efficace. Le matin, l'accueil sans fuite. Dès le réveil, ne prends pas ton téléphone. Reste 10 secondes à sentir le silence. Ne le remplis pas de bruit. Accueille cette absence de stimulation. Dis-toi intérieurement, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne vais pas fuir ma propre compagnie. L'écriture stoïcienne. Prends une feuille. Écris une chose qui dépend de toi aujourd'hui et une chose qui n'en dépend pas. Exemple, les autres m'appellent ou non. Je ne contrôle pas. Ma réaction à leur silence, je contrôle. Ce simple exercice t'empêche de passer ta journée à attendre. Un acte solitaire, mais intentionnel. Va marcher seul. Bois ton café seul. Lis un livre seul. Mais surtout, ne vis pas cette solitude comme un manque. Vis-la comme un entraînement. Aujourd'hui, je m'entraîne à être entier en l'absence de public. La déconnexion programmée. Coupe les notifications. Vraiment. La pire chose pour le type psychologique rare, c'est de passer sa vie à checker des interactions qui ne viennent pas. Planifie un moment de connexion, répondre aux messages essentiels, et le reste du temps, sois intouchable. Ça te force à retrouver une densité intérieure. Le soir, la non-comparaison. Avant de dormir, interdis-toi de scroller des vies idéales sur les réseaux. À la place, écris une phrase sur ce que tu as appris de toi-même aujourd'hui. Pas sur ce que les autres ont fait, sur toi. Voilà, ce n'est pas sexy, ce n'est pas vendeur. Ça ne fera pas de toi un extraverti soudainement populaire, mais ça fera de toi quelqu'un de solide. Et la solidité, à long terme, est plus rare et plus précieuse que la popularité. Nous arrivons maintenant au terme de ce voyage. Tu as entendu des vérités inconfortables, peut-être. Tu as senti des choses se décoincer à l'intérieur. Alors, avant de te laisser retourner à ton silence, je veux te laisser avec quelque chose de simple, de dense, de mémorable. La seule phrase qui résume tout ce chemin. Enfin, la seule chose qui reste. Tu es arrivé au bout, tu as écouté, tu t'es reconnu. Alors je vais te dire la dernière vérité, celle qui va rester longtemps dans ta tête après que la vidéo se sera arrêtée. Le monde a besoin de gens comme toi. Pas pour être aimé de tous, mais pour exister silencieusement, pour montrer qu'on peut être seul sans être brisé.
pour prouver que la profondeur n'est pas une maladie, pour créer, par ton simple exemple, un autre modèle possible. Tu ne seras jamais le centre de la fête. Tu ne rempliras jamais une salle de concert. Tu n'auras jamais 3000 meilleurs amis sur les réseaux. Mais tu auras autre chose. Tu auras toi. Pas un toi diminué, réduit, écrasé pour plaire. Un toi entier, intact, libre. Un toi qui a traversé l'isolement comme on traverse un feu et qui en est sorti non pas calciné mais purifié. Un toi qui peut regarder une autre personne rare dans les yeux, au fond du puits, et lui dire sans un mot « Je sais, je suis passé par là, reste avec moi ». La phase ultime du type psychologique le plus rare n'est pas une tragédie, c'est une consécration. C'est le moment où tu arrêtes de supplier le monde pour une place à sa table et où tu commences à construire la tienne, une table silencieuse, solide, ouverte à ceux qui ont la lucidité de la voir. Ils ne seront pas nombreux, mais ils seront réels. Et toi, tu seras parmi eux, non plus comme un blessé, mais comme un gardien, un souffle stoïque au milieu du bruit. Si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, si tu as senti cette vérité silencieuse s'installer quelque part dans ta poitrine, alors je te demande une chose, une seule. Ne garde pas ça pour toi. Pas besoin de partager la vidéo à 1000 personnes. Non. Commente un mot, un seul, écrit, présent. Pas pour moi, pour toi, pour sceller le moment où tu as arrêté de subir ton isolement, pour marquer l'instant où tu as choisi d'en faire ta force silencieuse. Présent, tu n'es plus seul maintenant. Continue ton chemin, lentement, profondément, imperturbablement. Et surtout, abonne-toi. Parce que la solitude des âmes rares ne se vit pas seule. Parce que dans le silence de cette chaîne, il y a peut-être la seule tribu qui te comprendra sans que tu aies à te cacher. Le souffle stoïque, là où les rares se reconnaissent sans un mot. Je te laisse maintenant. Retourne à ton silence, mais cette fois-ci sans peur.